Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur la thématique du cloud, sur l'impact du cloud dans la transformation numérique des acteurs de la sphère publique. On est ensemble pendant 35 minutes du coup pour parler sur cette thématique ensemble. On va évoquer et répondre notamment aux trois questions suivantes. C'est pourquoi le cloud est incontournable, quels sont les freins au développement du cloud dans le secteur public, et enfin en fait, à quels défis seront confrontés les acteurs de la sphère publique dans leur adoption au cloud. Pour répondre à ces questions, on est accompagné de deux experts en la matière sur le cloud. Nous avons tout d'abord Aurélie Courtaudon qui est experte secteur public et digital chez Exegis Marquez, donc qui est un cabinet d'études de marché. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et nous avons ensuite Vincent Coudrin qui est directeur projet cloud à la DINUM. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour commencer, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais me tourner vers vous Aurélie. On entend souvent parler de cloud, effectivement, c'est le mot un peu qui est à la mode avec l'intelligence artificielle, le SaaS, etc. Une question qui revient souvent, c'est ok, tout le monde en parle, il y a l'air d'avoir énormément de bénéfices au cloud, mais est-ce que c'est une technologie qui est adoptée par le secteur public? Est-ce que justement, vous pouvez nous faire un petit état des lieux de comment le cloud a été adopté, autant par le secteur public que le secteur privé, et aussi nous faire un petit tour peut-être des acteurs les plus prépondérants et qui dynamisent ce marché? Merci Guillaume. Oui, effectivement. On va regarder ça d'un point de vue du marché, en fait, puisqu'en tant que cabinet d'analyste, notre premier rôle, c'est de comprendre un marché, quels sont les besoins côté acheteur, et quelles sont les offres en regard qui répondent aux besoins. Donc aujourd'hui, en tant que cabinet Exegis Marquez, on estime ce marché du cloud en France à plus de 5 milliards sur l'ensemble des secteurs, avec une croissance assez importante. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que le secteur public représente encore une minorité de ce marché, puisqu'on est à 346 millions sur l'ensemble en France pour toute administration, que ce soit les grands ministères, les opérateurs, les collectivités locales et quelques organismes locaux. Donc encore une marge de progression, malgré tout, ces dernières années, on était encore plus bas, donc on avance. La croissance reste de 13% jusqu'en 2027 en moyenne. Et ici, je précise bien qu'on est sur un marché cloud public et privé, donc les offres d'infrastructures de cloud, qu'elles soient de nature publique ou privée, sans les services autour. Voilà. Donc sur ce marché cloud public et privé, on a trois grands acteurs qui ressortent, puisque notre rôle aussi, c'est de faire des classements d'acteurs. Donc, comme on est sur le public et le privé, on a à la fois donc, AWS, évidemment, Microsoft Azure et OVH qui apparaît. Si on était sur la partie uniquement cloud public, on a nos trois grands AWS, Microsoft Azure et Google, qui représentent 70% du marché, tout secteur confondu en France, encore aujourd'hui, sur la partie cloud public uniquement. Donc, toujours les plus grands en ligne de mire. Malgré tout, c'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs qui sont notamment présents ici aujourd'hui et qui ont aussi remportent un certain succès, notamment auprès du secteur public. Je pense à d'autres acteurs comme Outscale, Scaleway, Cloud Temple. On suit aussi beaucoup Adista, FreePro chez Exegis Marquez. Donc beaucoup d'acteurs qui sont là et qui représentent ce marché en France. Merci Aurélie. C'est vrai que ces chiffres sont quand même assez limite interpellants. On voit 7% pour le secteur public contre 93%, et même les taux de croissance finalement. Le taux de croissance est aussi plus faible. On entend souvent parler que le cloud, ça permet d'améliorer l'efficacité, améliorer les infrastructures, améliorer l'accessibilité, etc. Une petite question pour vous deux, on va commencer pour Vincent. Est-ce que vraiment adopter le cloud, c'est une solution vraiment à privilégier pour le futur? Et si oui, pourquoi? En fait, finalement, quels sont vraiment les avantages fondamentaux du cloud? Merci. Alors, effectivement, nous, on est à la direction interministérielle du numérique, qui est un peu l'espèce de DSI stratégique de l'État. On est convaincu que le cloud est incontournable à tel point qu'on en a fait la posture et la solution d'hébergement par défaut pour tous les nouveaux services numériques développés au sein de ce qu'on appelle le système d'information de l'État, c'est-à-dire celui de l'administration et des établissements sous sa tutelle. Donc quelque part, on l'a rendu incontournable parce qu'on l'a rendu obligatoire, pour le faire simple. Alors, si on l'a fait, c'est parce que
Le cloud, c'est ce qui rend possible la transformation numérique. C'est ce qui fait que, enfin, faut retirer le cloud, vous retirez enfin, on n'a pas le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Netflix, il n'y a plus Twitter, ce qui n'est pas forcément, enfin, on peut avoir une opinion. Mais voilà, tous ces services déployés à très très grande échelle, Amazon, etc., tout ça n'existe pas si vous retirez le cloud pour des raisons qui sont techniques. Et ce que va vous permettre le cloud, ça va être de développer. Vous avez une idée et vous allez avoir une équipe de 4 personnes qui va commencer à développer immédiatement et pas au bout de 3 mois et avec un processus extrêmement long pour provisionner des ressources techniques, etc. Puis en plus, si vous changez d'avis, enfin voilà, on n'a plus cet empilement de délais, vous accédez immédiatement à l'innovation. Et vous pouvez tester vos idées jusqu'à la sanction de l'usager final. Voilà, donc en fait, vous faites du cloud parce que vous voulez faire de l'agile, c'est-à-dire des développements sur des cycles itératifs très courts, jusqu'à la production, jusqu'au client final. Et vous le faites parce que vous avez une transformation numérique à exécuter. Ça, c'est une chose. Il y a un deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Les grands Américains, on les appelle les hyperscalers, c'est-à-dire qu'ils sont capables de développer un service qui va être utilisé par... Je vais prendre un chiffre que vous allez garder en tête, c'est WhatsApp, quand ils sont rachetés, 19 milliards à l'époque par Facebook, qui n'était pas Meta. Ils ont 450 millions d'utilisateurs, ils sont 60 dans l'entreprise. Je ne dis pas que chez nous c'est le contraire, mais c'est pas loin. Donc il y a vraiment ce côté du coût, de l'économie du coût marginal du cloud, c'est un concept économique. C'est le fait d'être capable d'avoir une complète disproportion entre les moyens humains que vous allez engager pour développer un service et le public que vous allez toucher. Voilà, donc ça, c'est une raison pour laquelle il faut faire du cloud. C'est la raison aussi pour laquelle les éditeurs de logiciels, ceux que vous utilisez, quelle que soit votre taille, passent tous au modèle SaaS, parce que le modèle SaaS, c'est vraiment ce modèle de la scalabilité. Il y a les enjeux de sobriété. Le cloud va vous permettre de mieux mesurer l'impact environnemental. Il ne sera jamais nul. La planète est un peu la victime collatérale du numérique. C'est pas grave, on en rachètera une deuxième. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là de dire le cloud est aussi un enjeu, est aussi un outil pour la décarbonation de nos activités. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce qui est l'IA. Tout le monde vous demande de faire de l'IA, pour quelle que soit la raison, mais donc vous allez être obligé d'en faire. Et le cloud, c'est ce qui va vous permettre de le faire rapidement et de le faire sans mettre sur la table plusieurs dizaines de millions pour acheter des machines. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on a rendu le cloud incontournable pour le périmètre du SI de l'État et on vous encourage, quel que soit votre secteur, à vous saisir de ces opportunités. Merci Vincent. Aurélie, est-ce que vous pouvez compléter? Vous avez une étude à nous présenter justement sur ce sujet? Tout à fait, ça va appuyer les propos de Vincent. Toujours en tant qu'analyste, on interroge des décideurs publics chaque année sur différents sujets liés au numérique. Donc ici, on est sur des retours de réponses de décideurs publics, d'administrations ministérielles ou de collectivités locales. Le premier enjeu, alors le cloud effectivement est nécessaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il va répondre à plusieurs enjeux du secteur public. Le premier va être, ça peut peut-être surprendre certains, mais la sécurité, au sens vraiment protection contre les cyberattaques, puisque parfois on va avoir des administrations qui basculent dans le cloud justement parce qu'elles ont connu une cyberattaque et que finalement elles se sentent plus en sécurité chez un partenaire externe qui gère ça très bien, dont c'est l'expertise. Donc première raison. Et ensuite, tout ce que vient d'expliquer Vincent, en fait, le cloud, ça va permettre d'augmenter la digitalisation des métiers beaucoup plus rapidement, avec des ressources à la demande et facilement accessibles. Et aujourd'hui, c'est nécessaire, je pense, dans cette volonté du service public d'avoir des services publics numériques performants. Il y a besoin de cette performance pour que le citoyen lambda retrouve la même qualité de service qu'il peut voir par ailleurs dans le privé, dans d'autres structures. Donc le cloud va permettre d'y répondre. Et effectivement, toute la liste en fait, des avantages opérationnels, qui est d'avoir des ressources dans de courts délais pour des besoins très ponctuels, proposer des versions à jour de façon régulière, et puis faciliter les montées en charge quand on a des services publics qui sont un peu surchargés sur certains métiers. Voilà. Imaginez que vous soyez confiné, par exemple. C'est un truc... Voilà. Impossible. Le fait d'avoir des outils qui vont passer à l'échelle, c'est le cloud. Exactement. Juste un dernier point rapidement, c'est en fait l'idée qu'on se fait du cloud justement pour avoir un impact environnemental réduit.
Donc aujourd'hui, c'est sur le schéma que vous voyez à droite. On vient de finir une étude justement sur le numérique responsable, hein, qui est un peu une notion émergente encore dans le secteur public. Et l'une des questions de l'étude était de savoir comment réduire l'impact des centres de données. On voit que la mesure autour du cloud, enfin, de recourir au modèle du cloud est encore un peu minoritaire, même si quand même un tiers y songe. Avant, on va d'abord penser à rationaliser, mutualiser des infrastructures ou carrément à les réduire. Voilà. Merci Aurélie. Du coup, on voit effectivement, c'est assez clair dans cette slide, hein, le cloud a beaucoup d'avantages, notamment la partie sécurité, l'accélération, la digitalisation des processus. Par contre, ce qui m'interpelle, effectivement, quand on entend tout ça, tout ce discours sur les avantages du cloud, c'est quand on revient à l'introduction que vous avez fait, Aurélie, on voit que 7% d'adoption, que le secteur public représente 7% des parts du cloud. C'est quand même assez surprenant, pour le coup, malgré tous ces avantages. Comment on peut l'expliquer, ça, justement, je me tourne vers vous, Vincent, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a des freins pour le secteur public à l'adoption du cloud? Est-ce qu'il y a des barrières, qu'elles soient réglementaires ou autres? Comment on explique ça? Alors, je vais devoir faire une réponse en plusieurs parties. Nous, on a pris le virage au sein de l'État, on a pris le virage du cloud en 2021. Souvenez-vous de Claude Watt et Numergy, une expérience un peu traumatisante. En gros, si vous contraignez, si vous vous obligez pas à aller vers le cloud, vous n'y allez pas. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on donne de l'argent pour construire des offres, et puis à la fin, elles ne sont pas utilisées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est contraint, on a dit on arrête d'investir sur nos infras. Donc là, il y a vraiment eu un effort volontaire de dire, à partir de maintenant, vous allez dans le cloud. On n'a pas imposé de schéma de migration, on a demandé aux gens, à chaque administration, de réfléchir à des plans de migration. On ne l'a pas fait. Donc ça, je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'impulsion, et on n'avait pas de doctrine claire. C'est-à-dire que ce qui a été fait, ça a été d'expliquer, avec la complicité de l'ANSSI, le fait de dire on met sur le même plan l'informatique interne et les ressources dans le cloud. Et quand on a des use cases qui le justifient, c'est-à-dire des données qu'on veut protéger, parce qu'il y a un niveau de sensibilité particulier, alors on exige que ce soit un cloud de confiance, c'est-à-dire un cloud qualifié Secnum Cloud. Et on va voir ce qu'on met derrière. Il y a un autre point qui est, alors il y a deux autres points. Il y a CAPEX versus OPEX, qui est vraiment un modèle qui est, ça c'est souvent, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Donc ça c'est un truc notamment dans les collectivités, du fait de la loi, c'est compliqué. Et l'autre point, c'est ça a été résolu grâce à la complicité de l'UGAP, que je remercie. C'est le fait de dire, quand vous faites de la commande publique, tous les 3 ou 4 ans, vous allez relancer les dés, et si vous êtes éventuellement, vous allez déménager. Donc, quand vous achetez vos serveurs, vous n'avez pas cette contrainte-là. Voilà. Et donc, le fait d'utiliser le cloud, c'était aussi un problème. Et le marché de l'UGAP, sur lequel on a travaillé avec eux, justement, et avec la direction des achats de l'État, c'est celui qui permet d'avoir une continuité sur l'accès aux ressources, avec les mises en concurrence régulières qu'on doit tous faire, mais une plus grande innocuité en termes de passation de commandes. Donc ça, c'est le fait de pouvoir passer des commandes rapidement, c'était aussi un obstacle. Donc il y a tout cet enchaînement qui fait que c'était compliqué. Après, il y a un autre point, qui est celui de la confiance, avec une dimension un peu politique, c'est-à-dire surtout quand on enchaîne les années électorales, c'est par patriotisme, mais nous on ne sait pas ce que c'est que le patriotisme économique dans l'administration. Donc on est soumis à la loi, on a le code de la commande publique, on a les accords internationaux, et on a en fait construit un cadre pour obtenir les conditions de la confiance. Dans la confiance, vous avez la confidentialité des données, vous avez la disponibilité des services, vous avez la réversibilité, et vous avez l'isolation juridique, c'est-à-dire le fait que vous n'ayez pas un conflit de normes, vous n'ayez pas une loi sur le renseignement chinoise ou américaine qui fasse que vous ne soyez pas sûr qu'il n'y ait pas une administration étrangère, indépendamment des mécanismes d'échange d'entraide internationaux qui accèdent à vos données. Voilà, et tout ça, on l'a cristallisé dans un référentiel qui s'appelle Secnum Cloud, qui est celui de l'ANSSI, et on a fait un truc très simple en disant si vous êtes Secnum Cloud, vous êtes une solution de confiance. Voilà, et ça nous a aussi énormément aidé à cristalliser le marché, à orienter la commande publique, à rendre les choses beaucoup plus lisibles. Et quand on parle de réglementation, en fait, il n'y en a que deux. Il y a le RGPD et les obligations qui sont faites de recourir à des solutions de confiance. Donc, il y a, dans le cadre de l'administration, encore une circulaire Premier ministre en vigueur pour le périmètre du SI de l'État. Et pour le même périmètre, un petit peu élargi à certains GIP, c'est en fait l'article 31 de la loi SREN de mai 2024,
voilà, dont le décret paraîtra d'ici la fin de l'année. Mais finalement, c'est un cadre réglementaire qui est très simple. C'est RGPD. Aujourd'hui, RGPD, tout le monde est RGPD. C'est pas très compliqué, enfin à peu près. C'est surtout à vous de faire attention. Et après, effectivement, l'obligation de recourir à du Secnum Cloud. Ce qui doit s'entendre comme on permet de faire du cloud là où on ne permettait pas d'en faire. Je suis trop long. Non, ça va. Non, pas de souci. Merci Vincent. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette table ronde, j'ai oublié de le préciser en introduction, c'est qu'on a quand même deux profils différents. On a effectivement la partie plutôt, on va dire, c'est pas discriminant, théorique avec les études de marché et la partie terrain avec Vincent. Justement, je me retourne vers vous, Aurélie. Est-ce que vous avez des éléments à compléter justement sur les freins pour l'adoption du cloud dans le secteur public ? En effet, alors j'ai choisi de traiter le thème des freins plutôt sur... il y a des freins, mais justement les critères requis pour les lever, Vincent a commencé de les évoquer. Les freins, il y a donc la partie réglementaire qui vient d'être très bien exposée. Donc on voit qu'un décideur public, quand il a à choisir un prestataire de cloud, les premiers critères fondamentaux pour eux, ça va être la protection des données. Donc on vient de l'évoquer, la conformité au RGPD, la localisation des data centers en France ou en Union européenne, le bon niveau de sécurité et la fameuse labellisation Secnum Cloud. Donc, premier grand critère pour lever ces freins. Et puis, effectivement, reviennent tous les critères liés à la performance et la garantie que le prestataire va apporter en termes de service cloud. Donc, le niveau de service, la portabilité, la réversibilité des services pour éviter d'être dépendant. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que parfois, un décideur peut choisir plusieurs cloud, on parle de cloud hybride, donc, et avoir des environnements internes et dans le cloud. Donc il y a aussi une complexité à gérer et donc avoir des garanties pour pouvoir récupérer ces données comme on le souhaite. Des garanties opérationnelles, bien sûr, puisque le cloud, c'est quand même une des promesses que d'avoir un fonctionnement en continu, sans rupture. Et bien sûr, la scalabilité, l'évolutivité, aussi grande promesse du cloud, donc des critères importants dans le choix d'un fournisseur. Un autre critère qui n'est pas ici, que je voulais quand même souligner, ça va être le coût aussi. Parfois, pour certains organismes, je dirais que pour les grands organismes, on peut retrouver des avantages aussi, mais des organismes moyens, comme des collectivités moyennes, avec qui j'ai déjà échangé, n'ont parfois pas le sentiment d'avoir forcément un gain à aller dans le cloud. Donc il y a peut-être aussi un effort à faire dans ce sens-là pour aussi les accompagner. Il y a peut-être aussi un niveau de service, un seuil, notamment dans les collectivités moyennes, pour à la fois leur faire bénéficier des bénéfices du cloud. Et peut-être qu'à l'échelle des territoires, il y a une réflexion à mener pour mutualiser en fait, et qu'elles puissent chacune en tirer à la fois les avantages tout en ayant un coût moindre. Voilà. Vincent, de votre vue du coup terrain, est-ce que vous confirmez sur cette notion de critères à retenir pour choisir un partenaire cloud? Est-ce que vous confirmez qu'effectivement la conformité RGPD ou la présence des data centers en France ou en Union européenne, ça fait partie vraiment des critères phares? Alors, je disais tout à l'heure, la conformité au RGPD, elle est acquise quasiment dans tous les cas. En tout cas, nous, on utilise beaucoup l'excellent marché de l'UGAP. Je remercie à nos sponsors. Voilà, pour lequel toutes les offres finalement qui sont présentées sont conformes d'une manière ou d'une autre. La question de la localisation des data centers, là encore c'est assez encadré. Aujourd'hui c'est en deux parties. D'une part, il est compliqué d'exiger, si vous n'avez pas des motifs qui sont liés à la sécurité, à la défense et à la sécurité nationale, d'exiger une localisation stricte sur le territoire national. C'est les accords européens. Et d'autre part, le principe du RGPD, c'est d'encadrer les transferts. Donc, vous pouvez avoir des données qui migrent par y compris la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis, et qui sont des territoires qui font l'objet de ce qu'on appelle une décision d'adéquation. Et donc, vous restez conforme au RGPD. Donc, c'est pas. Et par ailleurs, le fait que vous pouvez être hébergé chez un hébergeur, imaginons qu'il y a un hébergeur chinois mais qui ne sont pas référencés sur le marché de l'UGAP, vous seriez hébergé en Europe, mais vous seriez soumis à du droit non européen. Donc c'est pas forcément les critères que nous on manipule. La question de la sécurité, alors effectivement le Secnum Cloud c'est exigé uniquement dans certains cas. ISO 27001 peut faire parfaitement le job en plus de votre analyse. Et pour conclure, je dirais, d'une part, on va choisir en général un fournisseur pour des raisons qui sont stratégiques. C'est-à-dire que vous allez investir dans telle ou telle technologie, puis il y a beaucoup d'adhérence en fait
Les gens qui vous expliquent qu'ils sont capables de passer du cloud A au cloud B, parce qu'en général, ils n'ont pas fini le travail sur le cloud A. Je parie qu'ils changeront probablement d'avis, ou alors ils lanceront un autre projet avec d'autres équipes dans le cloud B. Mais dans la vraie vie, c'est quand même souvent ça. Et ce qui va vous donner le maximum de garantie, donc d'une part, c'est le fait que vous allez faire un investissement, vous allez décider de nouer un partenariat. Il y a vraiment cette idée d'investir dans la relation et de maîtriser tout l'environnement technique que va vous imposer le cloud provider. Et d'autre part, la question de la portabilité et la réversibilité des services, qui est absolument essentielle parce que personne n'a envie d'être coincé. Mais si vous avez beaucoup investi dans la maîtrise des technologies, je vais prendre un exemple. Si 2 fois par semaine, vous redéployez vos applications dans le cloud en remontant les infras, voilà, que vous avez investi toute la chaîne d'intégration et de déploiement continu, si vous faites de l'infra as code, si vous faites tout ça, la question de la dépendance, vous ne la voyez pas du tout de la même manière que si vous faites une mise à jour déléguée à un prestataire une fois par an et que vous envisagez de déménager la main tremblante en relisant les clauses de réversibilité de votre CCTP. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, investir dans la compétence, dans l'internalisation de la compétence technique, si votre taille et vos cas d'emploi justifient, c'est vraiment ça le meilleur conseil en matière de portabilité et de réversibilité des services. Donc, je vous retourne la question, c'est-à-dire que c'est à vous de prendre en charge ce sujet-là. Après, il y a beaucoup de réflexions sur la question de la portabilité des services qui sont contenues notamment dans le package du Data Act de la Commission européenne qui appelle en fait à des services interopérables. Mais quand vous demandez à la Commission qu'est-ce que vous avez voulu dire, ils ont dit en fait on attend les normes techniques. Et tout le monde se regarde en ce moment, on regarde du côté de Gaia X, on regarde du côté de tous les gens qui sont capables de produire ces normes-là, qui demain seront insérés dans ce qu'on appelle les actes d'implémentation, qui élèveront ces normes techniques qui n'existent pas encore, qui ne sont pas identifiées au titre de la réglementation. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on est encore un peu seul. Merci Vincent. Alors, on a évoqué les avantages du cloud. Là, on vient d'évoquer les freins. Il y a une partie qu'on n'a pas tout à fait abordée. C'est plutôt les défis, vraiment, pour qu'on comprenne vraiment du coup pourquoi le secteur public est à une si faible part d'adoption du cloud. Donc, je me tourne plutôt vers vous, Aurélie. Quels sont les principaux défis donc, auxquels doivent faire face les acteurs de la sphère publique pour adopter le cloud? Alors, en effet, le cloud, c'est un sujet éminemment technique, on le voit quand on en parle. Malgré tout, ça reste aussi une transformation. Ce n'est pas un sujet uniquement technique, mais qui va impacter l'organisation. Et je crois qu'on peut en tirer les meilleurs bénéfices, justement, si l'ensemble de l'organisation comprend les changements que ça implique. Donc déjà, au niveau de la DSI va être confrontée à des nouveaux métiers, comme on le disait, maîtriser les environnements, ne pas laisser aussi la main uniquement à des équipes externes. Donc prendre en main cette transformation de la DSI qui aura peut-être moins de missions classiques d'infrastructure, mais qui sera plus dans le service, à comprendre aussi la valeur qu'elle va pouvoir générer autour du cloud, à accompagner les métiers dans leurs besoins. Donc vraiment à prendre en compte, et derrière tire aussi la notion de compétence qui est si difficile parfois à acquérir dans le secteur public, notamment sur ces technologies. Donc changement de la DSI, et enfin, deuxième grand point qui regroupe à la fois les modes d'achat et de gestion du budget en fait, lié au cloud. On est donc sur des ressources qui peuvent être utilisées à la demande, et du coup, on génère, pour mieux maîtriser ses coûts, on parle souvent de gestion FinOps notamment, pour monitorer et suivre vraiment au peigne fin la façon dont on consomme des ressources cloud et pouvoir en générer des économies, justement. Parfois, on utilise peut-être trop de ressources et générer des frais qui ne sont pas nécessaires par rapport au service qui est derrière. Donc, mettre en place cette façon de penser, à la fois avec les directions financières et les équipes IT, voire les métiers, puisque c'est elles qui consomment. La partie juridique aussi, impliquer le service juridique pour toutes les notions de conformité. Voilà, donc cette notion en fait que le cloud, c'est pas qu'une notion de la DSI, mais elle implique d'autres métiers gestionnaires au sein de l'administration et de l'organisation. Un point important aussi, c'est dans les points de passage, c'est au tout début, peut-être dans la réflexion en amont, c'est
savoir classer ces données en fonction de leur sensibilité. C'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir son cloud, justement, si on va plus aller dans un cloud public où les infrastructures sont mutualisées et donc peut-être plus de sensibilité autour de la donnée, même si des techniques sont là aussi pour les protéger, et des données hautement sensibles qui vont être plutôt dans des clouds privés, par exemple. Voilà. Merci Aurélie. Vincent, vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Si on regarde la doctrine cloud de l'État, c'est une doctrine de transformation. C'est un ensemble de règles qui sont énoncées. La première, c'est faites du cloud, c'est-à-dire faites du DevOps, faites du mode produit, faites de l'agile, etc. La deuxième règle, c'est vous avez un problème de ressources humaines, il faut le traiter. Et la troisième règle, c'est un sujet de transfo, il faut que vous vous organisiez comme tel. Voilà. Si vous faites du cloud, c'est pas si, c'est quand vous aurez commencé à faire du cloud, vous allez forcément arriver à la conclusion que c'est un sujet de transfo. Tout le monde arrive à la même conclusion au bout d'un an et demi en disant en fait c'est des sujets de culture et d'organisation, c'est vraiment de process, c'est vraiment ça le cœur du truc. Mais il faut toujours un an et demi pour vraiment comprendre la hauteur du truc, la hauteur de la marche. Donc ça, c'est un point. Et par ailleurs, et ça c'est vraiment important, on a dit tout à l'heure que le business case, le gain économique n'était pas forcément systématique. Et très clairement, il est carrément proportionnel à l'effort de transformation. Si vous allez faire du cloud pour faire ce que vous faites chez vous, vous allez avoir un petit markup d'à peu près 30%, et vous allez trouver que le cloud, c'est pas bien. Si vous faites un petit effort, vous allez continuer à faire comme avant, mais plus vite. Voilà, vous allez valoriser ça plus ou moins bien. Et plus vous allez vous transformer en faisant de l'intégration continue, en faisant des architectures cloud native, en utilisant les services les plus performants. Et là, vous avez des gains qui sont exponentiels, jusqu'au moment où, et ça c'est toujours le truc, alors j'espère qu'il n'y a que des DSI dans la salle, le marqueur d'une transformation cloud réussie, c'est quand le budget de la DSI augmente. C'est-à-dire que le budget de la DSI, ça pèse jamais très très lourd dans un budget global d'administration. C'est quelques pourcents. Donc quand vous avez un gain métier qui est absolument significatif, on peut faire plus 30% sur le budget de la DSI parce qu'on a un retour sur investissement extrêmement important. Et ça, je l'ai vu partout. Donc il y a vraiment ce truc de dire il faut s'engager dans la transformation. Après, vous n'allez pas avoir exactement le même problème selon que vous soyez une très très grande organisation ou que vous soyez une taille plus modeste. Si vous passez par un opérateur de services numériques et que vous utilisez essentiellement du logiciel métier, là, vous allez probablement passer au SaaS parce que c'est le sens de l'histoire. Et là, évidemment, vous allez avoir une plus grande dépendance, par exemple, à Internet. Donc le fait d'avoir des intégrations réseau, la question de la gestion de la sécurité, donc la gestion des accès, la traçabilité des accès, d'avoir un centre de sécurité opérationnelle, le fait d'avoir des mécanismes de remontée vers des autorités de tutelle, etc. Tout ça, ça fait partie de la mise à jour de la proposition de valeur de vos fournisseurs. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire quand vous allez faire du cloud, quand vous êtes vraiment utilisateur de logiciels métiers, c'est que vous n'avez pas un très très gros service informatique. Et si vous êtes très gros, alors nous on est très gros, un peu partout, là, du coup, il va falloir se poser la question, comme ça vient d'être dit, avec le cadre d'utilisation du cloud, quelles données, dans quel type de cloud, les sujets d'urbanisation technique, de cadre de référence, la remise à plat du modèle opérationnel, la gestion des compétences, les services partagés qu'on va commencer à mutualiser, etc. etc. Voilà. Ça, je vous invite il y a un site sur numérique.gouv.fr, vous allez trouver énormément de ressources et aussi un lien vers une communauté à laquelle vous êtes libre d'adhérer si vous n'êtes pas fournisseur, parce qu'on ne prend que les agents publics, donc pour partager des ressources entre nous, même quand on est ex-agent public, Nicolas. Merci Vincent. On a parlé effectivement de difficultés d'adoption du cloud, on a parlé de freins, on a parlé de défis, on va essayer de finir quand même par une note positive, Vincent. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer quelques initiatives que vous avez en tête, qui ont été mises en place et qui ont été des réussites et qui pourraient être reproduites ailleurs sur le cloud? Que ça. Ah bah parfait. Moi, je suis surpris d'ailleurs par la croissance de... Alors après, c'est peut-être parce qu'on a une moyenne entre ce qu'on appelle cloud privé et cloud public. Nous, on parle de cloud, parce que moi, je viens du privé. Alors, le cloud public, pour moi, c'était justement le cloud d'Amazon, d'OVH, etc. Et le cloud privé, c'était les installations on-prem. Voilà. Et comme là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la somme des deux.
Voilà, c'est ça. Nous, on observe 70% de croissance sur le cloud commercial, ce qu'on appelle le cloud commercial, donc vraiment la partie cloud public, y compris sur éventuellement des machines dédiées. Voilà, donc avec une croissance très élevée. Le booster pour nous, ça a été le confinement, je l'ai évoqué tout à l'heure en creux, mais ça a vraiment aidé à faire comprendre cette idée d'avoir des services disponibles tout de suite pour prendre des rendez-vous, pour se faire vacciner, etc. Mais ça a été aussi le lancement, là on a le webinaire de l'État qui nous permet de faire des vidéoconférences et des webinaires au sein de l'administration. On a l'inscription sur les listes électorales, on a servicepublic.fr, je me tourne vers mes collègues là, aidez-moi. On a ma procuration, merci. On a un projet par jour, c'est beaucoup, hein, un nouveau projet par jour dans le cloud depuis 3 ans. Ce qui est quand même plus que significatif. Et après, ça va être une boule de neige, parce que tous les gens, enfin, toute sortie est définitive. Les gens qui commencent à faire du cloud ne reviendront pas. Moi, je suis très optimiste. Merci Vincent pour cette belle note positive pour conclure cette table ronde. On est pile poil dans les temps. Ce que je vous propose, c'est prendre quelques questions si vous en avez. Et après, je vais pouvoir vous présenter les ateliers qui auront lieu par la suite. Donc n'hésitez pas. Profitez pendant que nos experts sont là. Je vais vous amener un micro. Ouais. Merci. Oui, merci à vous. Moi, j'avais une question notamment sur le classement des données selon leur sensibilité et sur le référentiel Secnum Cloud. Est-ce que vous connaissez, parce que dans la règle de la doctrine, il y a quelques éléments, mais c'est difficile à jauger quand on ne connaît pas un peu les pratiques. Donc, est-ce que vous avez des éléments ou des guides plus détaillés sur qu'est-ce qui est une donnée sensible ou pas? Est-ce que des grilles d'analyse de risque qui permettent de mieux cerner soi-même et de faire des analyses de ce type-là? Alors, réponse courte, non. Réponse plus longue, parce qu'on a eu presque un an de discussion avec l'ANSSI pour savoir s'il était possible de réaliser un tel référentiel. Ça ne l'est pas. C'est à vous de faire une analyse de risque et un inventaire de classification. Ce qui est indiqué dans la règle de la doctrine, que manifestement vous avez lu, en fait, ce sont les termes des exceptions prévues au marché, au traité international, l'accord sur les marchés publics, qui est l'accord du GATT, dans lequel on dit il faut que soient impliqués l'ordre public, la santé et la sécurité des personnes, la propriété privée, et puis il y avait même la moralité publique, mais on ne l'a pas gardé. Donc, c'est des notions qui sont extrêmement... on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Il faut vraiment que l'impact soit significatif. Donc, c'est à vous de juger. C'est-à-dire, est-ce que la violation d'une donnée aurait vraiment un impact ? Il faut vraiment raisonner du point de vue de la défense et de la sécurité nationale, du point de vue des intérêts fondamentaux de la nation. C'est typiquement, si vous avez une brèche de données personnelles, même de données personnelles très sensibles, si vous avez un truc à l'échelle de 500 000 personnes, ça relève du RGPD. Si vous avez toutes les données des enfants scolarisés dans l'éducation nationale, ce n'est pas tout à fait la même limonade. Donc il faut vraiment raisonner en termes d'impact en se disant, voilà, c'est quoi le seuil ? Donc, sachant qu'il faut vraiment imaginer que la doctrine cloud a été élargie, par exemple, au niveau des systèmes d'information d'importance vitale et des informations au niveau diffusion restreinte. C'est-à-dire que l'ANSSI considère qu'on peut mettre dans du cloud, parce que le cloud permet, ça a été dit tout à l'heure, de mieux sécuriser les données. Donc, si vous faites du cloud, d'une part, vous allez peut-être organiser plus facilement la sécurité que si vous le faisiez chez vous, en tout cas avec une palette d'outils plus large, ça reste pas facile, et le Secnum Cloud va vous aider. C'est là où le Secnum Cloud va être pertinent. Il y a vraiment cette idée de dire quel serait l'impact de la violation de la donnée. Nous, d'INUM, on n'a pas d'autorité
pas plus que l'ANSSI pour dire si vous êtes effectivement dans ce cas-là. Après, n'hésitez pas, vous allez retrouver aussi sur numérique.gouv.fr, vous avez nos coordonnées. On a un centre interministériel qui peut aider. Et on est aussi en contact avec les collectivités parce que ça nous intéresse de mieux comprendre vos problématiques et voir comment on pourrait vous aider. Mais donc on sait échanger sur ce sujet, même si la décision vous revient à la fin. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Oui. Bonjour, Nicolas Dufour, Cloud Temple, un des clouders de confiance. En fait, tu vas nous poser une question dans quelques jours, mais je vais te la renvoyer tout de suite. Qu'est-ce qu'un clouder de confiance pourrait faire de plus pour apporter une réponse et développer la transformation numérique de l'État? Alors, réponse extrêmement simple. Là encore, sur numérique.gouv.fr, le site fantastique que je vous invite à visiter. Vous pouvez télécharger ce qui est en fait un inventaire des besoins techniques. Ce sont des user stories techniques qui sont liés à des services d'hébergement, qui sont les services dont on a besoin pour héberger les systèmes d'information sensibles de l'État. Donc très clairement dans le spot Secnum Cloud. Alors, si les autres ne l'ont pas, il faut aussi le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment ça la liste des trucs dont on a besoin. Après, ce qu'il nous faut, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est d'avoir des référentiels de formation. C'est-à-dire que si on veut se former à vos technologies, il faut qu'on soit capable de s'inscrire à des cours, que ça soit facile, qu'on ait de la documentation, qu'on puisse... parce que la formation, c'est pas scalable. Voilà, il faut rajouter des gens. Donc, il faut avoir un écosystème. Donc, est-ce que toutes les ESN sont capables de travailler dans votre environnement? Donc ça suppose que vous ayez pensé une ingénierie de formation, d'onboarding, etc. Donc ça, la notion du parcours client en intégrant l'acquisition de compétences, c'est clé. Voilà, et après, baisser les prix. Pardon. Tu l'as cherché. Avec plaisir. On a encore le temps pour peut-être une dernière question. Ou pas? Non, je pense que vous avez été très clair. En tout cas, merci encore beaucoup à tous les deux. Merci pour cette belle table ronde. Ce que je vous propose, c'est de vous faire peut-être un petit point sur les prochaines étapes de la journée. Là, on aura fini du coup pour les 3 tables rondes, les moments clés, on va dire, de cette journée, mais la journée est loin d'être terminée. On a 8 ateliers qui auront lieu, donc 2 salves d'ateliers. Donc, une salle d'atelier de 14h50 à 15h20, avec un atelier sur comment mettre en place une stratégie numérique responsable pour plus de sobriété, avec Bearing Point. Un atelier qui aura lieu ici. Alors, pour expliquer, le premier atelier, la plupart des ateliers auront lieu en haut, à côté du cocktail déjeunatoire. C'est indiqué, hein, vous allez avoir des petites affiches. On a l'atelier parcours client pour l'acquisition de ressources cloud. Celui-ci aura lieu ici, sur l'espace plénière. On a ensuite un atelier comment protéger les données de votre établissement, donc par SFR, avec une métaphore notamment sur... ils vont faire une métaphore sur la maison, comment on protège une maison et comment on protège un système d'information, en mettant un firewall, c'est une barrière par exemple. Bon, ça sera assez intéressant. Et enfin, on aura un atelier, donc pour la première salle, sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans et bénéfices du numérique éducatif, donc sur la partie éducation numérique. Donc ça, c'est la première salle d'atelier. Et on en a une seconde de 16h à 16h30. Donc un atelier sur l'IA générative au service du secteur public par Microsoft. On aura aussi un atelier sur comment appliquer quelques principes d'écoception sur un site internet pour plus de sobriété, donc ça sera avec l'ADEME. Un atelier sur l'intelligence artificielle pour une transition territoriale durable, donc ça sera Accenture qui va faire cet atelier sur comment l'IA peut améliorer l'expérience usagée aussi dans les territoires. Et enfin, on aura un atelier, encore une fois, qui aura lieu ici. C'est le test d'intrusion live, donc par Orange Cyberdéfense, qui va être très intéressant. En fait, il va faire un pen test live devant vous en direct et il va attaquer un PC et on va le voir toutes les étapes d'un pen test. Ils nous l'ont déjà fait en live, c'est extrêmement intéressant. Bon voilà, n'hésitez pas. Le temps d'arriver à 14h50, vous pouvez prendre un café, aller sur les stands de nos fournisseurs, faites comme chez vous et on vous retrouve aux ateliers.